Mesdames, Messieurs, bonjour. Avant tout, je voulais vous remercier pour cette invitation. Mon propos est de vous développer les particularités gériatriques et voir quel type de méthode d'évaluation on peut proposer à une population âgée prise en charge pour une chirurgie de sténose canalaire lombaire. La population âgée est une population hétérogène et sur cette diapositive, on peut voir qu'on peut schématiquement la séparer en 4 catégories. Pour apprécier le retentissement du vieillissement, on va utiliser par exemple l'analyse de l'autonomie. Donc l'autonomie, ça va être voir si les gens sont capables de gérer leurs médicaments, l'observance thérapeutique. Ça va être aussi de voir si les gens sont capables de gérer leur téléphone, leurs moyens de transport ou encore de gérer leur compte. C'est ce qu'on va appeler les IADL. Globalement, quand on a un vieillissement réussi, ce qui touche à peu près 15 à 20% des sujets âgés, on n'a pas de retentissement sur l'autonomie au quotidien. C'est ce que vous voyez sur la partie gauche de la diapositive. Dans un cas sur deux, on a un vieillissement usuel, c'est-à-dire que les gens vont avoir peu ou pas de retentissement sur leur autonomie. En revanche, les patients qu'on voit en gériatrie sont principalement les sujets gens ayant un vieillissement pathologique, voire confiné, c'est ce que vous avez sur la partie droite de la diapositive, qui représente 10 à 15% de la population, et un groupe un peu particulier qu'on appelle les sujets fragiles. C'est un groupe de transition avec des événements assez dynamiques où on va passer du vieillissement usuel au vieillissement pathologique. Et globalement, c'est 20 à 30% des patients que l'on rencontre. Alors, là, on va essayer de voir quelles sont les conséquences du vieillissement et l'impact d'une chirurgie ou d'une prise en charge. En ordonnée, vous avez la performance d'un organe qu'on va exprimer en pourcentage et en abscisse les années qui passent. La courbe numéro 1 sur le schéma de Bouchon, c'est la diminution de la performance liée au vieillissement. Et comme vous le voyez, cette courbe, cette droite, ne traverse jamais le seuil d'insuffisance. C'est-à-dire que même quand on vieillit, on reste toujours au-dessus du seuil de pathologie. En revanche, quand on prend la droite numéro 2, il s'agit d'une maladie chronique, on va prendre le cadre d'une cardiopathie ischémique, le patient a une diminution de sa performance cardiaque, il atteint un jour le seuil d'insuffisance et devient donc insuffisant cardiaque. Maintenant, on va impacter sur ce modèle un stress prédéterminé qui peut être une infection pulmonaire, un épisode de grippe ou une chirurgie programmée de sténose canalaire. Dans la première situation, c'est un adulte standard, on sait qu'il y aura peu de complications périopératoires, il sortira à J5 et c'est une prise en charge standard. En revanche, si on fait cette même chirurgie à un patient qui a une cardiopathie, on sait qu'on risque de décompenser cette cardiopathie ou cette comorbidité. Le patient aura recours à un soin intensif post-opératoire, voire une convalescence. Pour ce qui est des personnes âgées, on va avoir des patients qui vont se retrouver dans cette situation et des patients sans qu'ils aient de comorbidité connue, vont avoir des complications en cascade, des allongements de durée de séjour, et donc manifestement, il semble qu'il existe un seuil qui fait qu'un patient va décompenser. C'est ce qu'on appelle, d'un point de vue gériatrique, la réserve. Et donc, la fragilité, c'est l'épuisement de cette réserve qui permet à un individu de s'adapter à un stress prédéterminé. La fragilité, c'est vraiment le cœur de notre métier et c'est ce qui vous pose problème dans votre pratique quotidienne. On sait qu'il existe des facteurs biologiques, génétiques, environnementaux, psychologiques ou sociaux qui vont impacter sur la diminution des réserves de l'individu. Et plus on aura de conditions multiples et surtout durables, ça va laisser des cicatrices sur l'individu. Ces cicatrices, elles seront d'ordre nutritionnel, de mobilité, sur l'activité physique, la force musculaire, l'endurance, la cognition et l'humeur. Et il y aura malheureusement un cercle vicieux péjoratif qui va majorer cette diminution des réserves et favoriser la survenue de ce qu'on appelle les syndromes gériatriques, et vous connaissez la confusion, les chutes. Tout cet ensemble va avoir des effets indésirables en termes d'incapacité, de morbidité, d'hospitalisation, d'institutionnalisation et de décès. Cette fragilité, au début, elle est extrêmement réversible et c'est pour ça que je vous ai expliqué que c'était un groupe de transition entre le vieillissement normal et le vieillissement pathologique. Malheureusement, quand ces anomalies, ces syndromes gériatriques sont présents depuis très longtemps et très nombreux, on a plus de mal à les faire revenir dans un vieillissement normal. Alors maintenant, on va voir un exemple de syndrome gériatrique. La caricature du syndrome gériatrique, c'est le syndrome confusionnel. Et donc j'ai pris ce travail sur la chirurgie, l'impact de la confusion dans la chirurgie canalaire.
C'est une étude américaine qui a été réalisée entre 2012 et 2014, chirurgie lombaire touchant des patients de plus de 70 ans, 90 patients. On évalue la confusion avec des outils spécifiques. Pour s'affranchir du biais lié à l'anesthésie, on fait une anesthésie standardisée pour tous ces patients. Moyenne d'âge, 74 ans. Incidence de confusion, 40% des cas. Cette confusion, elle survient principalement à J1 ou J2 post-opératoire et elle a une forme particulière une fois sur deux, c'est une confusion hypoactive. Alors pour ceux qui connaissent la confusion, globalement, c'est des patients qui sont agités, qui vont arracher leurs tuyaux, qui vont être délirants, et ça c'est ce qu'on appelle une forme hyperactive. En général, c'est ça qui permet de repérer le syndrome confusionnel dans les services. La confusion hypoactive, on sait que c'est celle qui est la moins perçue parce que le patient va être un peu somnolent, un peu ralenti, mais ne posera aucun problème d'ordre organisationnel. Les facteurs de risque retrouvés dans ce travail étaient une altération cognitive préexistante, ce qu'on appelle ici un faible MMS, c'est la mesure de la performance cognitive, l'existence d'une douleur élevée, des apports intraveineux majorés, ce qui sous-entend une déshydratation latente, et enfin l'utilisation d'antidépresseurs en préopératoire. Cette confusion post-opératoire va majorer significativement la durée de séjour, les coûts d'hospitalisation et modifier l'organisation du retour au domicile. À noter qu'il y a eu dans cette étude 11% de réadmission à J30. Donc, vous l'aurez compris, la chirurgie canalaire s'expose à la survenue de syndromes gériatriques dont on sait dans la littérature qu'ils sont dépistables, prévisibles si on évalue les facteurs de risque préopératoires, et en plus, la littérature a démontré que la prévention était efficace, à savoir une diminution significative de l'incidence de ce type de syndrome. Alors la fragilité, est-ce que ça peut être un marqueur prédictif de complications chirurgicales? Donc il s'agit du travail de Macari qui date de 2013, et on a mesuré la fragilité grâce à un outil qui sont les critères de Fried dans une chirurgie programmée. Dans cette série, il y avait de la chirurgie orthopédique et pas que des sténoses rachidiennes. Globalement, on s'est rendu compte dans cette population de gens qui ont en moyenne plus de 74 ans, 58% de patients robustes. Robustes ici, ça veut dire qu'ils ont un vieillissement normal ou réussi. Ça veut aussi dire que 4 fois sur 10, on a des patients fragiles, à risque de complications, et vous voyez bien dans le tableau que, en fonction du statut de fragilité, eh bien, les complications sont d'emblée multipliées par 2, qu'il y a une augmentation de la durée de séjour, et qu'on a des problèmes d'organisation de la sortie de cette chirurgie programmée. Et j'insiste sur le caractère, sur la dernière ligne, vous avez les patients fragiles qui, en termes de SSR ou d'entrée en institution, ont un facteur de risque multiplié par 20. Une autre façon d'appréhender cette fragilité, dans cette étude de Robinson, on a essayé de faire le distinguo entre la fragilité, la dépendance et la comorbidité comme facteur de mortalité. Donc pour évaluer cette fragilité, ils ont utilisé le Minicoc, qui est un outil de dépistage du fonctionnement cognitif. Pour faire simple, la cognition est normale, pas normale, c'est ce qui va vous exposer à un risque de confusion, chute, l'hématocrite pour l'anémie, l'albumine et l'IMC qui vont être des indicateurs de nutrition. La dépendance, c'est cette capacité à gérer les gestes de la vie du quotidien. Donc on utilise une échelle référencée au niveau international, qui est l'ADL ou échelle de Katz. Et donc l'idée, ça va être de mesurer si vous êtes capable de vous laver, de vous habiller, de marcher et d'aller aux toilettes, pour faire simple. La comorbidité ici est analysée par le score de Charlson, le score anesthésique ASA et le nombre de médicaments. Globalement, de manière indépendante, les facteurs de risque de mortalité à 6 mois, vous voyez ici que l'on retrouve 4 critères gériatriques qui sont la cognition préopératoire, la dénutrition préopératoire, l'existence de chute et la dépendance. Et vous voyez aussi que la dépendance est le facteur pronostic le plus important. Pour votre information, un ADL à 5 sur 6, ça veut dire que j'ai juste besoin d'une petite aide pour m'habiller ou faire une partie de ma toilette. Donc, une dépendance extrêmement modérée. Et vous voyez ici le poids sur la mortalité à 6 mois en cas de chirurgie programmée. Donc, vous aurez compris que quand on est un sujet âgé robuste, à savoir que je n'ai aucun syndrome gériatrique, et même si j'ai une très forte comorbidité, j'aurai une évolution favorable de ma prise en charge. En revanche, si je suis un sujet fragile, eh bien, le fait d'avoir un cumul de syndromes gériatriques, même si j'ai une faible comorbidité, je risque d'avoir une évolution défavorable de ma prise en charge chirurgicale.
Donc, ne nous trompons pas d'évaluation, ce n'est pas la comorbidité qui va influencer la gestion des complications médicales périopératoires, mais sur notre pronostic, c'est le dépistage des syndromes gériatriques préopératoires. Alors, comment peut-on les dépister? Dans les études, on va retrouver un certain nombre d'échelles qui sont des échelles de recherche. Donc, il y a l'index de Rockwood, les critères de Fried, et puis, par exemple, le SOF. Je ne vais pas vous détailler ça, parce que ce n'est pas très utile pour votre pratique quotidienne. Je vais quand même vous montrer les critères de Fried. Globalement, 5 questions. On recherche une perte de poids involontaire, une diminution de la vitesse de marche, une faiblesse musculaire mesurée par un dynanomètre de main, ici qui est le dynanomètre de Jamar, que vous voyez en photo, une fatigue évoquée par le patient lui-même et une réduction de l'activité physique. Dès l'instant que l'on a plus de 3 critères, eh bien, on est face à un patient fragile. Bon, pour ça, il faut avoir absolument ce fameux dynanomètre et utiliser différentes échelles d'évaluation d'asthénie. Donc, c'est également un outil de recherche. Un outil extrêmement simple, c'est la vitesse de marche sur 4 mètres. Et ça, la littérature, elle est extrêmement importante et abondante sur le sujet, que ce soit en chirurgie cardiaque, en chirurgie digestive, en oncologie, en cardiologie. Bref, la vitesse de marche est efficace dans l'évaluation de la fragilité. Il existe différents seuils et globalement, un seuil de gravité peut être 7 secondes pour réaliser une distance de 4 mètres. Vous pouvez le faire en voyant le patient venir de la salle d'attente à votre bureau de consultation ou directement dans la salle de consultation. On va soit compter le nombre de secondes pour faire cette distance, soit mesurer directement la vitesse en elle-même. Et on sait qu'on a des patients robustes lorsqu'ils ont une vitesse de marche supérieure à 0,8 mètres par seconde. Alors vous allez me dire, oui, mais la sténose canalaire entraîne une altération de la marche. Eh bien, je vais vous montrer avec quelques résultats que globalement, on peut quand même utiliser cette technique. Notre équipe a développé à la demande de l'ARS un score d'évaluation gériatrique qu'on a appelé le ABCDEF. Ce score a une excellente valeur prédictive négative si on a moins de 3 items. Les items concernant ce ABCDEF sont A pour autonomie, donc c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, la capacité à gérer les choses par soi-même, les comptes, les médicaments, etc. B pour BMI, comme dénutrition. C pour comorbidité. D pour drugs, plus de 10 médicaments, c'est la recherche de la iatrogénie. E pour équilibre et chute. Et F pour fonction cognitive. Globalement, c'est une mini-évaluation gériatrique. Vous pouvez trouver ce questionnaire sur n'importe quel moteur de recherche en tapant fragilité plus ABCDEF. Notre expérience au CHU de Rouen, à l'initiative de l'équipe de chirurgie du Rachis, ils nous ont sollicité pour évaluer leurs patients âgés. Et donc, depuis un peu plus de 6 mois, nous voyons les patients de plus de 75 ans pour lesquels on va s'orienter sur une chirurgie de sténose canalaire. Globalement, une trentaine de patients ont déjà pu bénéficier de cette évaluation gériatrique standardisée, qui est donc le gold standard de l'évaluation gériatrique. 79 ans de moyenne d'âge et quelques résultats préliminaires. Dans cette population qui donc est déjà sélectionnée par les chirurgiens, eh bien 10% d'entre eux avaient une dénutrition considérée comme significative avant la chirurgie. La force musculaire, donc qui est un indicateur de sarcopénie, était préservée uniquement dans 30% des cas. La vitesse de marche a été réalisée systématiquement et en moyenne, les gens mettaient 6 secondes pour faire ces 4 mètres. Et donc, ça voulait dire qu'on a un tiers des individus qui avaient une marche pathologique au-delà de 7 secondes qui témoignent de leur extrême fragilité. Sur ce groupe d'une trentaine de patients, seuls 3 ont nécessité une reprise chirurgicale dans le temps imparti. Et j'attire votre attention sur la durée de séjour. Arbitrairement, je l'ai fixé à 7 jours et on a 26% de cette population qui a eu un allongement de sa durée de séjour. J'espère qu'on pourra vous présenter l'année prochaine le reste des résultats. En conclusion, vous aurez compris que la fragilité a un impact majeur sur la morbimortalité et les durées de séjour. Globalement, je vais vous proposer, en dépistage de la fragilité pour votre pratique quotidienne, de réaliser une albuminémie préopératoire, une évaluation de la dépendance avec l'échelle ADL, un calcul de la vitesse de marche ou l'utilisation de la force de préhension par ce dynanomètre. Clairement, il s'agit d'un processus de prise en charge interdisciplinaire ou appelé autrement co-management qui est dans l'air du temps.
L'intérêt, c'est l'anticipation, la programmation. Il ne faut pas avoir plusieurs malades fragiles à gérer en simultané. Il vaut mieux imaginer un circuit rapide pour des patients standards robustes et organiser et programmer la prise en charge de ces patients fragiles. Ce qui sous-entend un monitoring médico-chirurgical rapproché entre les différents intervenants dans l'équipe et l'anticipation des différents syndromes gériatriques. Je vous remercie.